Denise Gillian est une spécialiste du documentaire de long métrage. Aujourd'hui sort Article 43 en avant-première au City Club depuis à Lausanne, donc à partir de 20h. Le film sort demain dans différentes salles de Suisse romande. On va en parler pendant une heure avec elle aujourd'hui dans cette émission. Mais je voudrais d'ores et déjà vous signaler que nous vous offrons des invitations pour différentes projections qui se tiendront donc ce soir, pour commencer bien sûr à Puy, plus tard à Orbe, Yverdon et ensuite à Genève. Je vous donne un numéro de téléphone, le 021 318 68 76, 318 68 76 par le 021, pour obtenir des invitations pour ce film dont nous allons parler en compagnie de Denise Gillian, notre invitée aujourd'hui. À première vue, Pierre-Philippe Kader. Bonjour Denise Gillian. Bonjour. Comment allez-vous ? Oui, ça va, un peu tendu, mais ça va bien, merci. Tendu pourquoi ? Pour l'émission ou pour la sortie du film ? Un peu les deux. Un peu les deux. C'est vrai que c'est la première ce soir, donc c'est un moment important. Ouais. Alors pour le film, je ne peux rien pour vous. Pour l'émission, on va essayer de faire en sorte que, que ça se passe bien. Je le disais, Article 43 est un documentaire de long métrage. C'est un format qui se fait relativement rare de nos jours, puisque les documentaires que l'on peut voir au cinéma sont en général aussi produits pour la télévision, donc sont soumis à une contrainte de format qui est en général de 26 ou de 52 minutes. Comment est-ce que, et pourquoi surtout, avez-vous décidé de réaliser un documentaire de long métrage sur ce sujet que nous allons détailler juste après ? Alors c'était un projet un peu exponentiel parce qu'au départ il était question pour moi simplement d'aller aux EPO pour permettre à des détenus de réaliser leur propre film documentaire. Donc j'y entrais avec la casquette d'une animatrice d'atelier cinéma. Et il n'était pas du tout question de faire moi-même un film. Puis en travaillant avec eux, en découvrant le milieu, en découvrant leur potentiel créatif, petit à petit, je me suis dit, mais c'est trop bête, quoi. C'est vraiment une chance extraordinaire d'être ici. Il faut dire aussi que j'ai eu l'opportunité d'y rester 1 an, à raison de 2 soirs par semaine. Donc ça permet une rencontre en profondeur. Je me dis, c'est trop dommage de ne pas en faire un film. Donc j'ai demandé à pouvoir sortir ma caméra, autorisation qui m'a été octroyée. Et à partir du moment Facilement ? Non, c'est jamais facile, jamais facile de tourner en prison. Ouais. Chaque image est soumise à la censure, bien entendu. Mais enfin, relativement facilement quand même, parce qu'on était déjà à demeure, on était déjà à l'intérieur, les autorisations avaient été obtenues pour permettre aux détenus de faire leurs films. Donc une caméra de plus sur 5 films tournés, finalement, c'était pas énorme. A priori. Ouais. Et ensuite, le projet a été exponentiel parce qu'il s'agissait au départ de faire simplement un reportage un peu léger, comme ça, caméra épaule, sur cette aventure cinématographique en prison. Et à un moment donné, je me suis aperçue que bon nombre de détenus avec lesquels je travaillais étaient soumis à l'ex-article 43. Ça voulait dire qu'ils vivaient un moment absolument charnière de leur vie parce que comme le code pénal avait changé, ils étaient rejugés, juste au moment où moi j'étais là. Donc il y a eu une espèce de concours de circonstances qui m'a fait dire en tant que cinéaste, mais c'est pas possible de pas faire un film un peu costaud là-dessus, quoi. C'est vraiment une chance extraordinaire et c'est extrêmement intéressant. Alors cet article 43, il a une particularité, enfin en tout cas il avait cette particularité que les personnes incarcérées au titre de l'article 43 n'étaient pas libérées tant qu'on estimait que leur dangerosité était toujours présente. C'était ça, donc il y avait cette espèce d'épée de Damoclès suspendue, un jugement toutes les X années, oui, c'est ça. Jusqu'à ce que l'on décide si oui ou non il restait en prison. Donc vous rencontrez des gens qui au fond sont pour une durée indéterminée aux établissements de la plaine de l'Orbe. Oui, alors c'est bien ça. Alors vous parlez au passé, parce que l'article 43 n'existe plus. Oui. Mais actuellement, c'est exactement la même problématique, sauf que les articles, c'est plus le 43, c'est le 59 ou le 64, mais la problématique ne change pas. Alors effectivement, je découvre que dans mon groupe, sur 9 détenus, il y en a à peu près la moitié qui étaient soumis à cet article 43. Et c'est assez terrible, humainement parlant, dans la mesure où ça équivaut à une espèce de perpétuité, mais eux-mêmes ne savent jamais
tout à fait bien si c'est une vraie perpétuité, ou bien si peut-être l'année prochaine ils seront libres. Parce qu'il y a des commissions qui se réunissent chaque année pour réévaluer leur dangerosité ou leur potentiel de récidive ou leurs problèmes psychiatriques pour certains. Donc ça veut dire qu'ils vivent dans une incertitude permanente. Alors là où c'est extrêmement compliqué à vivre, c'est que pour pouvoir se réinsérer, pour pouvoir prouver qu'on va mieux et puis le vivre, quoi, pour pouvoir se remettre debout, il faut des projets d'avenir. Or, si on ne sait pas à quelle date on va pouvoir sortir, c'est très dur de se motiver pour faire des projets d'année en année. Donc là, j'ai rencontré vraiment une sorte de nœud juridique, puis qui montre bien qu'il y a toujours cette problématique, ce fossé entre les décisions politiques qu'on prend puis les budgets qu'on octroie pour les appliquer. C'est que là, en fait, ces mesures d'internement, ces articles, sont faits pour pouvoir interner les gens dans des lieux appropriés où ils devraient recevoir des soins, et pas en prison. On n'a jamais eu les moyens de construire ces lieux appropriés. Ça veut dire qu'on maintient les gens en détention. Et bon, moi, ce qui me frappe là-dedans, c'est que la prison, elle est faite pour punir, normalement, et pas pour prévenir des crimes. Or, ces gens-là sont maintenus dedans, au-delà de leur peine. Ça veut dire qu'ils ont fait leur nombre d'années de détention et ils devraient être en voie de réinsertion. Comme le souligne un détenu dans votre film, il dit il y a les lois d'un côté, mais on attend toujours la construction de l'établissement psychiatrique qui permettrait d'appliquer la loi de manière correcte, puisque effectivement ces détenus sont incarcérés, mais sont des détenus psychiatriques. Oui. Oui, alors pour la plupart, oui, pas tous, mais pour la plupart, oui. Ou alors ce sont des détenus qui consommaient des stupéfiants, voilà, ou de l'alcool, ou qu'on estime simplement potentiellement dangereux. Qu'est-ce que vous avez décidé à donner des cours en prison, à venir faire de la formation en prison ? Bon, ça, c'est une longue histoire. En fait, j'ai été amenée pour la première fois de ma vie dans un pénitencier à 17 ans à Mexico par le metteur en scène Serge Sandor, qui est un peu un spécialiste des mises en scène de théâtre dans les milieux difficiles et notamment en prison. Donc déjà, à l'âge de 17 ans, en fait, j'entrais dans un pénitencier de haute sécurité pour y suivre un atelier théâtre. Et voilà, puis ça a laissé une empreinte, ça a laissé des questions aussi qui sont restées comme ça un peu en suspension pendant bon nombre d'années. Et en 2000, j'ai eu l'occasion de faire un film sur un groupe de SDF qui ont participé à un atelier théâtre à Paris, toujours sous l'initiative, la direction de Serge Sandor. Puis j'ai eu l'occasion de voir en fait comment une activité théâtrale les remettait sur pied. Relativement rapidement, parce qu'il s'agissait d'un projet qui n'a duré qu'un an. Et puis bon, voilà, ça m'a enthousiasmée, j'ai eu envie d'en faire plus qu'un film, et j'ai créé ici, en Suisse romande, une association qui s'appelle Rebondaire, comme rebondir à travers l'art, qui permet en fait à des personnes cabossées de se reconstruire à travers tout un tas d'activités créatrices. Mais vous avez une fascination pour le milieu carcéral ou pas ? Alors, un intérêt immense, c'est certain. Fascination, non, je crois pas. J'ai un intérêt, une grande curiosité pour tous les dysfonctionnements. Tous les dysfonctionnements psychiques, tous les dysfonctionnements de la société, parce que je trouve que c'est là où ça dysfonctionne, que ça révèle des choses de l'humain, de qui on est, de où on peut aussi se rendre utile. J'aime que ma caméra soit utile d'une certaine façon. Et alors ces ateliers, vus de l'extérieur, effectivement, comme le souligne encore une fois l'un des détenus, pourraient paraître comme une sorte, disons, de récréation pour des personnes incarcérées, alors qu'effectivement on oublie que, en tout cas, eux travaillent toute la journée, paient des impôts, reçoivent une sorte de salaire, enfin, et c'est donc pris sur leur temps libre que ce temps passé à savoir ce que c'est qu'une caméra, savoir ce que c'est qu'un plan, comprendre le son, la lumière, l'image, le montage, enfin bref, tout ce qui fait que après plusieurs mois de travail, ils pourront présenter un court-métrage. Comment les détenus eux-mêmes envisagent-ils le fait de réaliser des courts-métrages ? Est-ce que d'abord il y a plus de demandes que de places, ou est-ce qu'au contraire on doit se battre pour les faire venir dans ces ateliers ? Comment ça se passe ? Voilà, il y a plusieurs choses dans votre question. Donc, les ateliers ont été initiés par une association qui s'appelle Prélude, qui est un pôle de coordination d'actions culturelles en prison. Et en fait, Prélude introduit différentes actions culturelles dans plein de prisons de Romandie. Mon atelier cinéma était un projet parmi d'autres. Donc, ça veut dire qu'il y a aussi une habitude de Prélude de discuter avec les autorités pour mettre en place ce type de proposition. Donc là, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a mis une petite annonce en interne dans la prison où on invitait tout détenu intéressé à venir à une soirée de présentation.
où moi et toute l'équipe de cinéastes que j'avais engagée pour animer cet atelier, parce qu'on était 7 en tout, sommes venus pour leur présenter le projet, et leur dire ô combien ça allait être du boulot, et pas seulement une partie de plaisir, c'est dur le cinéma, hein, on s'amuse, mais pas que, c'est aussi beaucoup de travail. Puis leur rendre compte de nos exigences aussi, on voulait qu'ils soient présents pendant 1 an, 2 soirs par semaine, réguliers, parce qu'on ne pouvait pas gérer des absences. Donc voilà, on a exposé toutes nos demandes et nos propositions. Là, je pense que cette première soirée, il y avait une 30aine de détenus qui étaient là. Sur les 30, 11 se sont inscrits et 2 ont rapidement arrêté pour des raisons de langue. Et les 9 qui sont restés, sont restés une année pleine. Jusqu'au bout. Vous disiez aussi que, en fait, ces ateliers étaient sur leur temps de loisir. Alors ça, je trouve que ça soulève une problématique intéressante. Est-ce que la culture, c'est du loisir, du divertissement, ou est-ce que c'est du travail Non, mais dans leur, on va dire, dans leur emploi du temps, ils ont un temps de travail et puis un temps de repos qu'éventuellement ils peuvent consacrer à des loisirs. Je veux dire, s'ils lisent, c'est un loisir et de la culture aussi, entendons-nous. Mais là, je prenais l'exemple d'interne, comment dire, puisque si j'ai bien compris ce qui était dit dans le film, à la fois par les détenus eux-mêmes et à la fois par le personnel pénitentiaire, c'est qu'effectivement, c'est ce que l'on appelle du temps de loisir ou du temps de repos, et que donc ils prennent sur ce temps-là pour s'investir dans quelque chose qu'au départ, ils ne maîtrisent pas. Absolument, et c'est d'autant plus remarquable de leur part, parce que c'est à 6h30 le soir, après une journée qui commence pour eux à 7h. Ouais. Donc je soulevais juste ça parce que pour nous, pour Prélude, pour l'association, on aimerait bien que ce soit considéré comme du travail. Parce que pour nous, ça en est. Ouais. Donc ils font du travail sur leur temps de loisir. Voilà, on va dire les choses comme ça. Alors, pour vous, effectivement, pour cette association, il s'agit de travail. On comprend bien pourquoi, après avoir vu ce documentaire, Denise Gillian. Vous nous avez également expliqué qu'effectivement, l'idée de tourner ce documentaire vous est venue petit à petit, avec le contact, grâce au contact avec ces détenus. On voit dans ce documentaire comment, d'abord, l'approche se fait entre vous et les détenus, enfin, entre l'association et les détenus. Et puis, petit à petit, on voit certaines portes qui s'ouvrent, c'est-à-dire que les détenus s'ouvrent petit à petit et profitent par exemple du temps de montage pour expliquer un peu leur vie dans cet établissement pénitentiaire, pour s'ouvrir un peu plus, et on en apprend un petit peu plus sur eux jusqu'à la fin, une fin que je ne dévoilerai pas parce que voilà, il faut voir le documentaire pour comprendre ça. Qu'est-ce que vous et votre équipe avez appris, ou qu'est-ce qui vous reste de ce temps que vous avez passé avec ces détenus, hormis effectivement le film et les 6 films tournés en prison que l'on peut voir également? Qu'est-ce qui vous reste en vous? Alors moi, je suis entrée avec une question autour de la créativité. Qu'est-ce qui reste de notre créativité quand on est enfermé depuis longtemps, quand on est infantilisé depuis longtemps, parce que je trouve que la prison infantilise beaucoup. Et ça, c'est une question qui est récurrente chez moi. Comment faire réémerger une créativité endormie, ou comment est-ce qu'on l'étouffe, comment est-ce qu'on la réanime. Donc je suis entrée avec ce questionnement-là. Puis en fait, j'étais surprise assez rapidement de voir que leur créativité n'est pas du tout abîmée. Elle est juste vraiment profondément endormie, parce qu'elle n'est pas stimulée depuis X années. Mais on n'a pas eu tellement de mal finalement à leur faire écrire des films. Alors je m'attendais à plus de résistance et beaucoup plus de difficultés de cet ordre. En fait, j'avais un préjugé en y allant où je me disais, la prison doit vraiment abîmer durablement et définitivement cette créativité. Comment on va la réanimer? Puis finalement, c'était pas si compliqué que ça. Ils sont sous médicaments, ces détenus? Certains, oui. Certains, pas tous. Oui. Ouais. Et ça a un effet sur leur créativité, leur allant, leur envie de faire les choses? Oui, alors je dirais comme sur des gens à l'extérieur. Ouais. Alors quelques-uns étaient sous médicaments. Et puis les doses varient dans l'année, comme on a passé une année là-bas. Mais la plupart, non, n'en prennent pas. Et qu'avez-vous retenu d'autre sur la manière de faire du cinéma en travaillant avec ces détenus? Alors, on était sans arrêt confrontés à la contrainte. Donc, le cinéma, de toute façon, est un métier de contrainte qu'on a géré en permanence. Mais alors, tourner dans une prison, c'est vraiment des contraintes sans fin. Sans fin. Oui. Chaque mouvement de caméra, chaque plan effectué doit être dessiné au préalable, soumis à la surveillance, à la censure. On nous donne un accord, et puis ensuite, l'image réalisée est encore une fois visionnée avant qu'elle soit diffusée au public. Et les images restent en prison? Alors,
Ça aussi, ça a évolué. Parce Ouais. qu'effectivement, au départ, toutes les images restaient en prison. Puis à un moment donné, le canal déchaîné, qui est la chaîne de télévision interne de la prison dans laquelle nous avons travaillé, a fermé. Ce qui a mis en péril notre atelier et l'ensemble de notre projet, parce que nous comptions sur cette télévision interne pour faire des montages à l'intérieur. Puis là, tout d'un coup, plus de chaîne de télé, plus de bande de montage, plus rien. Plus rien, quoi. C'était vraiment, les ateliers ont été en danger, je dirais bien 1 mois et demi, 2 mois, comme ça. On ne savait pas si on allait pouvoir continuer ou pas. Ce qui a signifié à un moment donné, pour pouvoir sauver les films, de pouvoir sortir les images à l'extérieur sur des disques durs et les monter dehors, puis faire des espèces d'allers-retours. On montait un bout à l'extérieur, on retournait dedans pour travailler avec les réalisateurs, on retournait dehors. Enfin, donc à partir de là, il y a un autre contrat de confiance qui a été passé avec la direction des EPO, à savoir qu'ils nous ont laissé sortir les disques durs, réentrer les disques durs. Moi, j'ai pu sortir mes rushs tout à fait librement. Le contrat étant celui-ci, c'est que je me suis engagée à ne montrer absolument aucune image sans qu'elle ait été soumise à la censure. Donc rien d'autre que ce que eux ont vu n'est diffusé. Donc, ce qui veut dire que le documentaire que j'ai vu, moi, et que les spectateurs verront, en quelque sorte, il a été soumis à la censure pénitentiaire ? Ah oui, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Chaque image qu'on sort aujourd'hui a été vue. Alors, ce que je dois souligner quand même, comme les règles du jeu étaient très claires au départ, c'est qu'on n'a eu aucun changement à faire. La seule demande qui m'a été faite dans mon film a été de flouter le visage d'un Securitas, de façon à ce qu'on ne le reconnaisse pas, et c'est une demande bien légitime, mais je n'ai eu aucun plan à enlever. Donc au final, il y a quand même eu un joli contrat de confiance et une bonne collaboration établie, et ça il faut le souligner aussi, parce que c'est pas des grands méchants, quoi. Ils nous ont quand même ouvert la porte et ça nous a permis de sortir 6 films. Denise Gillian est notre invitée, avec elle nous parlons de Article 43, un film qui sort demain, mais présenté dès ce soir à 20h au City Club de Puyi. Je vous rappelle d'ailleurs que nous vous offrons des invitations pour différentes séances d'Article 43 à Puyi ce soir, Orbe, Yverdon et Genève, respectivement les 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre. Je précise que le 2 étant un dimanche, ce sera à 10h30, donc au cinéma Bio de Genève. Un numéro de téléphone, le 021 318 68 76. Quand une femme entre en prison, on lui fait prendre un bain dans du désinfectant pendant une demi-heure. On la rince, elle voit le docteur, on la vaccine, on l'enferme et elle attend. Elle a ouvert la porte du taxi, elle se glisse sur la banquette arrière, elle donne l'adresse d'un hôtel en dehors de la ville. Elle défait son foulard, le chauffeur a demandé si elle connaissait quelqu'un là-bas. Je ne connais personne, elle a dit. Et puis le motel la porte derrière elle. Et puis elle collerait son nez à la vitre à attendre. Puis elle court vers le lit, décroche le téléphone, tourne le dos à la fenêtre. Et toi tu imagines les mots, forcément des je t'aime, des je t'aime forcément. Bam, bam, bam. Elle retourne se coller à la vitre, et puis elle croise les mains sur elle. Et encore une fois, un déluge s'abat sur un parking. Au-dessus du motel, les nuages s'amoncellent comme s'ils allaient rester là. Elle regarde fixement dans la pluie et d'un petit mouvement d'épaule chasse un fantôme et puis elle tire les rideaux. Et déjà la nuit tombe là-bas à l'horizon. Le ciel s'est teinté de rose. Et toi tu imagines les mots, forcément des je t'aime, des je t'aime forcément. Bam, bam, bam. Et toi tu imagines les mots, forcément des je t'aime, des je t'aime forcément. Quand une femme sort de prison, elle attend.
Marie-Kay Le Tourneau a fait 7 ans dans le centre de détention pour femmes de l'État de Washington pour détournement de mineurs, viol aggravé et parjure. Aujourd'hui, elle est mariée à sa victime et ils ont 2 enfants. Et toi tu imagines les mots, forcément, et je t'aime forcément. Mais oui, c'était Julien Clerc. Cette chanson s'appelle Forcément. Il est 13h23 sur la première. Notre invitée est Denise Gillian, avec elle nous parlons d'Article 43, documentaire de long métrage réalisé dans les établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, les EPO comme on dit, à ne pas confondre donc. Documentaire qui nous montre ce que vous avez réalisé en compagnie de prisonniers qui participent à un atelier cinéma, appelons-le comme ça. Lorsque vous parlez de votre projet autour de vous, Denise Gillian, lorsque vous en parlez à des connaissances, des amis, voire des gens qui vous posent des questions sur votre travail comme ça que vous ne connaissez pas forcément, comment est-ce que cet univers carcéral dans lequel on permet à des détenus d'apprendre quelque chose, et en l'occurrence là précisément du cinéma, comment est-ce que ce type de projet est perçu ? Bon, je dirais qu'il y a différents niveaux là, de réponse. Les gens qui me connaissent très très bien ne sont pas surpris par le fait que je m'immerge et puis qu'une fois je me colle à l'animation d'un atelier, étant donné que j'en ai produit un certain nombre que je n'animais pas. C'est un peu une suite logique dans ma progression. Donc je dirais les gens qui me connaissent bien, qui connaissent aussi mon engagement social, ne sont pas très étonnés de ça. Par contre, une anecdote par exemple, j'ai 2 enfants petits qui avaient 6 et 9 ans au moment où j'ai commencé ces ateliers et qui ont compris que j'allais en prison le soir. Et du coup ils ont dit à l'école que maman elle est en prison ce soir. Hier soir, maman, elle était en prison, etc. Puis j'ai senti à un moment donné des regards. Enfin, je comprenais pas pourquoi les regards des gens changeaient. Donc voilà, ça c'était intéressant parce que c'est difficile là, d'expliquer à des enfants de 6 et 9 l'ensemble de la démarche. Donc bon, ils ont compris que j'allais travailler. Puis que tu vas au coin, mais très longtemps. Ils ont vu que je revenais. Enfin, ça les a rassurés. Non, je dirais, il y a une remarque qu'on me fait très très souvent, c'est mais pourquoi diable se coller toujours à des sujets qui sont durs, qui font mal, pourquoi ne pas faire des choses légères et joyeuses, etc. Donc, je me suis posé cette question à différentes reprises, à peu près chaque fois que je recommence un film. Mais c'est vrai que c'est très clairement là où ça fait mal que je trouve que c'est intéressant, quoi, là où ça dysfonctionne. Parce que là où il y a du bonheur, là, j'ai envie de vivre, j'ai pas envie de sortir ma caméra. Ouais. Les gens heureux n'ont pas d'histoire, comme on dit. Moins, en tout cas. Moins, en apparence, en tout cas. Mais non, mais il y a quand même quelque chose avec vous qui est assez frappant. Là, j'ai un article de la Tribune de Genève sous les yeux qui date de 1994 et on y parle de l'un de vos films. Ce film-là s'appelait Mon père, cet ange maudit, qui racontait donc l'enquête de Sabrina, une jeune fille, sur le passé tumultueux de son père, un ancien truand qui plus tard est devenu peintre, qui était détenu à Bochu. Voilà, c'est encore une fois un documentaire sur les prisons. Vous nous avez raconté tout à l'heure, Denise Gillian, que lorsque vous étiez au Mexique, vous avez travaillé dans un quartier de haute sécurité. Ça doit être quand même quelque chose, un quartier de haute sécurité mexicain, sans vouloir faire de caricature. On sait bien le niveau de violence qu'il peut y avoir dans ces pays-là. Donc, de nouveau, là, on vous retrouve avec article 43 en prison. Il y a quand même un truc avec vous et l'univers carcéral d'une manière générale qui est assez étonnant, non ? Ce lien que vous avez, ou cette sorte de fascination peut-être. Oui, alors juste une précision, j'y ai pas travaillé à 17 ans. J'y ai été invitée pour assister à des représentations de théâtre. J'aurais bien aimé, mais ça n'a comme pas premier commencé contact, là. comme premier contact avec la prison, arriver dans un quartier de haute sécurité mexicain, je pense C'est pas mal. que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal, le choc est assez violent, c'est Ouais. vrai. Oui, mais on peut dire la même chose avec les SDF, parce qu'il est vrai que j'ai aussi fait plusieurs films dans la rue. Donc, c'est pas plus la prison que la rue ou que les gens qui sont abîmés par la vie. Et ouais, c'est la marge qui vous intéresse ? C'est la marge qui m'intéresse. C'est la marge dans ce qu'elle révèle justement de fort chez les humains, dans qu'est-ce qui fait que certains passent à l'acte, qu'est-ce qui fait que certains se marginalisent, et qu'est-ce qui fait que d'autres restent dans la norme comme ça, et arrivent à se plier à des lois imposées, à des balises qui sont posées par la société sans jamais les remettre en question. Voilà, c'est explorer ces franges-là, ces questions-là qui est intéressant. Cela dit, au niveau tout à fait privé, oui, j'ai peut-être une réponse quand même un peu plus personnelle.
Quand on est dans une prison, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre du saut en parapente. C'est qu'on vit ici et maintenant. Et ça, c'est très fort. C'est vrai qu'on ne peut pas se permettre la moindre distraction, le moindre faux pas. Il y a une espèce de qualité de présence qui est exigée de la part des détenus, mais aussi de l'environnement, qui est un peu comme quand on saute en parapente, quoi. On ne pense pas à sa liste à commission. On est vraiment ici et maintenant. On est concentré sur le sujet. Ouais. Et ça, j'aime bien. C'est vrai que c'est très dopant, qu'il y a quelque chose d'absolu comme ça, qui est chouette à vivre, qui est intéressant. Alors, maintenant qu'on sait que vous vous intéressez à la marge, c'est une question que je me posais comme ça, mais lorsque vous parlez effectivement de votre travail, parce que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question tout à l'heure, alors je reviens dessus. Vous est-il déjà arrivé, lorsque décrivant ce que vous alliez réaliser, ou par le passé, en discutant de ce que vous aviez déjà fait autour de cet univers carcéral, que l'on vous dise vraiment des horreurs, comme par exemple, ces détenus, ils sont enfermés, il y a des bonnes raisons, pourquoi est-ce qu'on les autorise à regarder la télévision, à lire, à recevoir des visites, à écrire du courrier, ce genre de choses? Ah oui, bien évidemment. Ouais. Alors oui, j'avais pas compris votre question dans ce sens-là tout à l'heure. Je l'ai peut-être mal posé aussi. Alors, je dirais dans mon entourage proche, non, personne ne bon. fait ce genre de remarques. Mais par email, parfois, là j'ai regardé les réactions sur le site du Matin, par exemple, suite à l'article qu'ils ont fait vendredi. Oui, bien sûr, on me fait ce type de remarques. Moi, à ça, je réponds simplement que tout le monde a droit à une deuxième chance. Je prône le droit au changement depuis déjà très très longtemps. Je crois que tous, on est en mouvement, en perpétuelle évolution, et il n'y a aucune raison que les criminels le soient moins que nous. Donc ce droit au changement est vraiment quelque chose pour lequel je me bats, mais pas seulement pour les détenus, pour tout le monde, pour moi aussi, pour mes amis. Je pense que si on n'utilise pas la vie pour évoluer, pour apprendre 2-3 combines et s'améliorer, c'est dommage, quoi. Donc voilà, ça c'est une première réponse. Ce qu'on me dit aussi, c'est oui, mais pourquoi faire des films avec des détenus et pas avec les victimes? Alors les victimes, elles ne se montent pas en association, il n'y a pas de lieu comme ça où on peut aller travailler avec elles. Là, il s'agirait de faire un travail individuel, mais alors là, c'est plus un travail thérapeutique. Et moi, je suis cinéaste, je ne suis pas. Mais vous n'avez pas l'impression quand même de. Oui, mais parce que là, c'est une question qui m'intrigue aussi par rapport à ce que j'ai pu voir. Je vous posais cette question-là précisément pour en arriver à ça. C'est que manifestement, pour ces détenus, en tout cas ceux que l'on voit dans l'article 43, le travail qu'ils ont fait était très important pour eux. Mais vraiment extrêmement important. C'est quelque chose dont on se rend compte effectivement au fur et à mesure que le documentaire se déroule. Donc, est-ce que l'un de vos arguments par rapport à vos détracteurs ne serait pas de dire que c'est effectivement en apparence comme un jeu, un apprentissage un peu joyeux comme ça, puisqu'on joue avec des caméras, on fait le comédien, on fait le metteur en scène, on apprend à dire au moteur, action, coupé, mais c'est une aide pour la réinsertion. Alors, sans aucun doute, c'est une aide pour la réinsertion. Ça permet vraiment de se reconstruire au niveau de l'identité. Je crois que quand on est créatif, on tient debout. Ça, c'est aussi quelque chose que je défends et auquel je crois. Maintenant, il faut savoir que ce sont des gens, souvent, qui n'ont jamais eu la chance de faire quelque chose de positif dans leur vie. Donc quand on arrive avec une proposition culturelle comme ça pourrait être aussi de la peinture ou du théâtre ou je ne sais quoi, mais quelque chose qui est valorisant, qui est très exigeant parce que ça implique d'aller chercher en soi quelque chose à dire, de le mettre en forme et de le livrer à l'extérieur. C'est pas tout simple. Il y a une exigence là derrière. Et puis qu'en plus, ce produit est montré comme un objet de fierté et montré à ses proches. Là, on a de la chance, en plus, on les sort au cinéma. Mais simplement, d'avoir quelque chose de positif à montrer à ses proches, je pense que c'est vraiment un premier pas dans la voie de la réinsertion ou simplement dans une reconstruction identitaire basique, quoi. Et je tiens encore à souligner que c'est vraiment pas des ateliers qui coûtent cher, que ces ateliers sont produits avec l'argent du jeu. En grande partie, c'est la loterie romande qui finance ce type de choses. Donc, c'est pas sur les impôts des contribuables. Enfin, c'est important de le dire, ça aussi, parce que c'est aussi des remarques qu'on me fait parfois. Oui, donc bien sûr, ça coule de source, effectivement. Oui. On remet aussi beaucoup en question aujourd'hui la prison telle qu'elle fonctionne et telle qu'elle existe, ici ou ailleurs. On devine bien que pour certains pays, c'est devenu une industrie, que c'est même très rentable, puisque les prisons sont gérées par des privés, construites par des entreprises privées. C'est le cas aux États-Unis, ça risque peut-être même d'être le cas en France. Il y a eu cette idée-là qui a été évoquée il y a quelques mois de cela, c'est le cas dans d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, est-ce que le travail que vous faites et que vous avez fait avec ces prisonniers aide un peu plus à comprendre le fonctionnement de la prison
et à savoir dans quelle fourchette d'efficacité on est par rapport à l'idée de la prison. Est-ce que c'est quelque chose qui permet de remettre en cause l'idée de on enferme, on punit, et ensuite on voit si on est réhabilité ou pas? Oui, je l'espère. Je pense qu'en tout cas, à travers mon film, on s'aperçoit que la problématique est complexe. Et j'attire surtout l'attention sur ces fameuses mesures de sécurité, ces fameux articles, 43, 59, 64, où vraiment, je crois qu'on peut constater qu'il est nécessaire, voire urgent, de construire des lieux appropriés pour permettre un internement adéquat, parce qu'il est normal de protéger la société des gens dangereux, mais il est aussi absolument nécessaire de permettre à ces gens-là de se soigner. Et d'avoir une chance d'être évalué positivement un jour. Maintenant, par rapport à la question là, des prisons privées, etc., j'aimerais vraiment que les prisons ne soient jamais privées dans notre pays. Ce serait la catastrophe. Catastrophe annoncée d'après vous? Aïe, aïe, aïe. Ben, ce serait une prison à deux vitesses. Alors ça, je m'en suis un peu aperçue au Mexique, qui est un pays corrompu comme pas permis. Et les prisons, ben voilà, avec de l'argent, on vit bien. Ça peut être un 5 étoiles, une prison mexicaine. Et sans argent, on peut y crever la dalle. Donc voilà, je pense que vraiment la privatisation des prisons, c'est la dernière chose à faire. Mais vous avez l'impression de vous inscrire dans je dirais, une sorte de continuité, d'un mouvement de cinéastes, de documentaristes qui, ayant travaillé sur les prisons, ont contribué à améliorer le fonctionnement des prisons? Ou est-ce que vraiment, encore une fois, on en revient à l'opportunité pour vous qui était de tourner ce documentaire puisque vous animiez ces ateliers en prison? Je pense que chaque fois qu'on témoigne d'une réalité, on participe à la réflexion qu'il y a autour. Maintenant, améliorer, non, je pense qu'un film reste une goutte d'eau dans l'océan, mais je pense qu'on anime les consciences, qu'on amène la réflexion et le débat, et ça, c'est bien, quoi. On plante des graines comme ça pour que le débat avance. C'est ce que j'espère, en tout cas. Mais vous avez eu d'autres... vous avez eu des retours quand même sur ce que vous aviez réalisé auparavant, et j'imagine que là, vous pouvez mesurer quand même l'impact que ça a pu avoir. Oui, alors c'est vrai que tout le travail fait autour du film Les Bas-fonds et l'association Rebondaire, je peux le constater aujourd'hui, a vraiment porté ses fruits dans la mesure où l'idée y a été très largement utilisée. Donc l'idée de monter des ateliers créatifs pour des personnes abîmées ou des chômeurs fin de droit ou des RMistes. Donc là, a été vraiment récupérée et utilisée très très largement. Bon, c'est de toute façon dans une mouvance, c'est pas un film ou une association qui change la donne, mais ça peut contribuer à accélérer le processus ou à permettre simplement un usage plus facilité, je dirais. Donc oui, dans ce sens-là, moi j'ai l'impression de contribuer à une construction collective, bien sûr. Oui. Alors, puisque vous parlez de construction collective, ça tombe très bien, c'était la question suivante. Est-ce que le fait que cette année sorte La Forteresse de Fernand Melgar, article 43 de Denis Gillian, alors coïncidence, heureuse coïncidence ou collusion, je ne sais pas, vous avez un avis là-dessus? Écoutez, moi j'adore, je crois qu'il y a des courants d'idées, vraiment. Ouais. Et là, Fernand et moi, on se connaît bien, évidemment, même génération, même métier, mais on n'a absolument pas parlé de nos films en cours de création, parce qu'on était occupé à les faire, donc on n'était pas occupé à en parler. Et c'est drôle, parce que j'ai découvert son film à Locarno, quoi. Et comme lui, je crois qu'il vient ce soir, il va découvrir le mien ce soir. Donc je dirais, il y a courant d'idées, il y a peut-être un besoin, vraiment, une urgence à pénétrer les lieux dans lesquels on ne va jamais. C'est la démarche de Fernand avec La Forteresse, c'est la mienne en prison. Et j'aime bien cette similitude de démarche. Heureusement qu'on n'a pas choisi le même lieu, parce que là, on se serait un peu marché sur les pieds. Mais là, je trouve que c'est très complémentaire, et puis ça dit quelque chose de notre société. Ça veut dire qu'il y a urgence à faire tomber les murs, quoi. Et heureusement, on a pu, d'une certaine façon, lui et moi, faire tomber des murs. Denise Gillian est notre invitée. Je vous rappelle que son film documentaire, article 43, sort demain, mais qu'il est projeté en avant-première ce soir au City Puy à Lausanne. Et j'en profite également pour vous signaler que nous ne pouvons plus vous offrir de place pour aucune séance, car elles sont toutes parties. Voilà, c'était l'annonce de 13h36. Il n'y a plus de place. Ce n'est plus la peine de téléphoner. J'imagine que vous avez quand même placé pas mal d'espoir dans ce film, au-delà de son succès propre et de votre satisfaction personnelle. J'en reviens encore une fois au potentiel d'ouverture que cela peut amener. Le fait également de présenter les courts-métrages réalisés par les détenus, c'est pour vous quelque chose d'important. Donc vous en attendez quelque chose.
C'est extrêmement important et je dirais, je suis presque portée par la vague parce que comme je ne suis pas seule, et qu'il y a vraiment un travail, à la fois tout le travail de l'association Prélude, qui est à valoriser, à défendre. Il faut de plus en plus d'actions culturelles dans les prisons et ça, j'ai envie de le mettre en avant. Il y a les films des détenus, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas moi et mon film aussi et qui portent, et qui parfois même nous dépassent, me dépassent, où j'ai vraiment l'impression que c'est comme une boule de neige, quoi. Et ça devient de plus en plus important. Il y a de plus en plus de gens qui m'y accompagnent et c'est bien, quoi. Maintenant, politiquement, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'espère vraiment que ça serve à alimenter la réflexion autour de ces mesures d'internement et qu'on crée des lieux appropriés ou qu'on mette en place des structures à l'intérieur des prisons qui permettent de prendre soin un peu mieux, quoi. Oui. De ces Parce que je rappelle que les détenus que l'on voit dans votre film ne sont pas des voleurs à la tire ou autres, ce sont des gens qui ont des problèmes psychiatriques parfois même très lourds ou qui, en raison de l'abus de certaines substances, pour certains ont commis des actes évidemment extrêmement graves, dont certains ne se souviennent même pas, pour dire à quel point ils étaient dans un état plus que second à ce moment-là. Donc là, on ne parle pas de la prison telle qu'on la connaît, telle qu'on l'envisage pour un voleur, par exemple. On est d'accord, c'est bien dans ce cadre-là, très précis. Oui, il y avait tout dans le groupe. Il y avait aussi des petits délits. Ouais. Mais c'est vrai que les gens qui parlent d'eux dans mon film sont plutôt... et qui assument vraiment bien leurs crimes, qui en parlent à visage découvert... étonnamment d'ailleurs, sont plutôt des délits lourds. Mais là, alors, je profite de rebondir sur ce que vous dites, c'est que parfois, il y a vraiment des accidents de parcours. La personne que vous citez, là, qui était effectivement droguée au moment du crime, avait style 25 ans au moment où ça s'est passé. Je pense qu'il y a là aussi toute une prévention à faire autour de la drogue, autour de l'alcool, où là, il ne s'agit pas de quelqu'un qui est dangereux en tant que tel. Il s'agit de substances qui sont terriblement, elles, dangereuses et nocives et qui peuvent amener au pire, quoi. Et ça, je trouve qu'on devrait le dire plus dans les écoles, aux adolescents. Souvent, la prévention autour de l'alcool ou les drogues se fait autour de la santé de la personne. Attention, vous allez vous abîmer. C'est pas ça. C'est aussi attention, vous pouvez vraiment tuer des gens, quoi. Ça peut être grave. Il faut rester un peu modéré si possible. Il reste une énigme dans ce film. C'est celle de cet homme qui dirige le canard... l'atelier, voilà, je vais y arriver. Le canal déchaîné. Le canal déchaîné, mais qui dirige les ateliers. On sent que lui, il a une connaissance parfaite, que sans lui, ça ne tournerait pas du tout comme ça tourne dans l'établissement pénitentiaire. On sent qu'il s'est investi dedans. Et alors lui, à un moment, va quitter la prison. Est-ce qu'après le tournage, est-ce qu'il vous a dit pourquoi ? Parce qu'il ne le dit pas. Toujours pas ? Non, c'est resté un mystère. Ouais. Alors, il y a plusieurs hypothèses. Bon, je pense que de toute façon, c'est pas quelqu'un qui s'épanouissait beaucoup dans ce milieu. C'est quelqu'un qui venait de l'image, qui a fait une formation de surveillant sur le tas et qui avait la responsabilité de cette télévision interne. Je pense qu'il y a beaucoup d'espoir quand on reprend la responsabilité d'une télévision interne, puis qu'assez vite, on se heurte au système, au milieu, aux conditions qui sont pas toutes simples à gérer. Il y a ensuite des ambitions privées, peut-être, qui font qu'ils s'épanouissaient pas comme ils voulaient. Et puis peut-être qu'on a été un élément perturbateur. C'est ce que je me dis maintenant, mais c'est une simple hypothèse. C'était mon hypothèse aussi. Je crois ça, moi. C'est qu'on est arrivé avec une belle liberté, on passe, on fait des films, on repart et on vous laisse là. Eh bien, lui, il a anticipé ce départ et cette difficulté peut-être à se retrouver seul après, en partant avant nous. Parce qu'il a démissionné, lui. Il a démissionné avant la fin en des cours ateliers. De route. Bon, sa démission a mis en péril toute notre aventure parce que sans lui, la télévision interne fermait. Et là, alors, je remercie Marco Schlertan, qui est le surveillant qui nous a aidés, qui a repris le flambeau sur ces heures, sur des heures supplémentaires, qui est venu nous ouvrir le canal déchaîné le soir pour permettre à l'atelier de subsister. Sinon, je ne sais pas comment on aurait fait. Oui, effectivement, c'était un moment clé du film un peu. On se dit, tiens, là, tout peut basculer d'un moment à l'autre. Et absolument. Denise Gillian est donc notre invitée pour Article 43, en avant-première donc ce soir au City Puy à Lausanne et sortie officielle demain. Je vous propose d'écouter Alain Souchon, écoutez D'où ma peine vient, et puis on se retrouve juste après Denise Gillian. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient.
Est-ce que c'est le TGV si vite arrivé, ou la paresse de l'express du temps passé? Est-ce que c'est 87, les chaussons dans la cuisine, ou le pauvre petit 27 de Janis Joplin? Est-ce que c'est long ou court la vie? Est-ce que c'est con ou lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Elles disent toutes que j'ai l'air fin, que j'ai le museau fin au malin. Mais de l'amour je ne sais rien. Est-ce que c'est la longue distance et les caresses au long cours? Ou est-ce qu'on est pour le parcours court? Est-ce que c'est les cloches qui sonnent, les chapeaux king size, ou les petites Paris Hilton à la tequila sunrise? Est-ce que c'est long, court l'amour? Est-ce que c'est con et lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Les ours blancs nous regardent avec des yeux drôles. Est-ce qu'une hard rain is gonna fall? Est-ce que c'est long, court, con, lourd? Écoutez d'où ma peine vient. Écoutez d'où ma peine vient. Alain Souchon, écoutez de ma peine vient, nous sommes en compagnie de Denise Gillian et nous parlons avec elle de son documentaire Article 43 dont l'avant-première a lieu ce soir au City Club depuis mai, c'est complet, me fait-on savoir. En revanche, il reste des invitations pour vous le vendredi 31 octobre à 20h45 à l'Urba 2 à Orbe, samedi 1er novembre 18h30 au Capitole d'Yverdon et le dimanche 2 novembre à 10h30 au Bio de Genève. Un numéro de téléphone, le 021 318 68 76. Soyez gentils avec Marianne qui est de l'autre côté du téléphone. Denise Gillian, vous avez fait une formation en marketing. Oui, écoutez, je l'avais oublié. Je vous l'ai rappelé. Je l'avais oublié, celle-là. Mais Ouais. absolument. Parce qu'en Ouais. fait, quand je suis sortie de l'école de cinéma, assez vite, j'ai eu la chance de pouvoir gagner ma vie dans le film dit de commande, le Ouais. film institutionnel. Mais qui dit film institutionnel, dit grosse entreprise, marketing, publicité, etc., etc. Or, je n'avais pas le vocabulaire qui me permettait de discuter véritablement des besoins de mes clients. Donc, j'ai fait en cours de route, en formation continue, une école de marketing. Voilà. Alors, oui, j'ai un papier aussi en marketing. Mais est-ce que ça vous aide pour monter vos documentaires? Est-ce que ça vous aide pour trouver du financement? Est-ce que le langage, en gros, du marketing avec les entreprises est-il le même lorsqu'on réalise des sujets comme Article 43? J'imagine que pas du tout. Non, pas du Ouais. tout. Pas du tout, d'autant plus qu'en Suisse, on fonctionne quand même au niveau financement des films, principalement avec des subventions ou des coproductions de la télévision. Donc on n'a pas à aller chercher un argent privé, normalement, ou relativement peu, disons, proportionnellement à un budget. C'était le cas pour Article 43? Alors c'est un projet très particulier, dans la mesure où en tournant en prison, on n'est jamais sûr de pouvoir sortir le film. Jusqu'à ce qu'ils voient la maquette, ça veut dire jusqu'à 1 mois et demi avant sa sortie, je ne savais pas si je le sortais ou pas. Ça veut dire qu'il y avait une prise de risque qui était gigantesque, parce que l'argent, il le fallait quand même pour pouvoir créer, pour pouvoir payer les gens, pour pouvoir fabriquer le film. Ce qui veut dire que finalement, je l'ai produit moi. J'ai endossé cette responsabilité. Ce que je ne fais pas d'habitude. Responsabilité financière. Oui. Ouais.
Ouais, en allant moi-même monter la production. Donc la télévision suisse romande est devenue partenaire du projet rapidement et coproductrice du film. Et puis il y a la Fondation vaudoise pour le cinéma, il y a le Fonds Régio, il y a la Fondation Sando. Les techniciens aussi ont participé. Il y a l'association Prélude aussi qui a sponsorisé en partie. Donc voilà, le financement s'est monté en cours de route parce que j'ai commencé à tourner avant de savoir si ça allait être un film et quel genre de film. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est très très particulier de ce point de vue-là. Et heureusement que j'ai pu le sortir parce que sinon, ça voulait dire rembourser les subventions, quoi. Ouais. Donc j'ai eu chaud. Ouais. Et dire à Gilles Abravanel, preneur de son bien connu parce qu'il a travaillé dans cette maison, écoute mon gars. C'est dommage. Mais... C'est dommage, mais tu ne pourras pas prendre de vacances cette année. Est-ce que cela vous aide aussi pour présenter, vendre le film à l'international? Parce qu'un documentaire, beaucoup de vos documentaires ont été diffusés sur des télévisions de par le monde. Là, j'imagine qu'aussi, il faut argumenter lorsqu'on va vendre un documentaire à une télévision coréenne. Il faut être quand même un petit peu carré dans son argumentation, non? Alors, à partir du moment où on termine le film, il nous échappe un petit peu. Dans la mesure où c'est pas moi qui fait les ventes internationales ou ici je travaille avec Moa Distribution qui s'occupe de toute la distribution en salle de cinéma. Voilà, c'est eux qui se chargent de le vendre. Ah mais absolument, oui. Et de le distribuer en salle. Pour les ventes internationales, je cherche quelqu'un pour article 43. Encore, c'est pas encore défini. Donc voilà, tout ce travail en fait, il s'agit de trouver les bons partenaires aux bons endroits dans les bons pays. Donc non, je dirais mon école marketing m'aide pas. Peut-être me permet de mieux comprendre comment ça marche, puis de mieux comprendre que finalement les enjeux des partenaires ne sont pas forcément les miens et qu'on ne défend pas toujours les mêmes choses et de l'accepter, quoi. Est-ce que la situation financière que nous connaissons aujourd'hui de par le monde, est-ce que d'après vous, Denis Gillian, elle va affecter la production de documentaires en Suisse, puisqu'on sait que ce pays produit énormément de documentaires, qu'il y a beaucoup de gens de talent qui y travaillent? Est-ce que, entre vous, vous en parlez? Est-ce que vous ressentez déjà les effets de la crise, comme on a coutume de le dire? Est-ce que c'est quelque chose qui pointe là au coin du bois, c'est-à-dire moins d'argent, donc moins de documentaires, donc moins de travail pour cette petite partie de la population qui filme, caméra à l'épaule, des sujets parfois difficiles? Bon, alors par rapport à la crise, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour voir quelles répercussions ça aura sur les budgets cinéma. Disons qu'en Suisse, on a quand même une grande chance. On a une grande malchance et une grande chance. Disons, la grande chance, c'est qu'on est subventionné. La bonne nouvelle d'abord. La bonne nouvelle. Alors, on a l'immense chance d'être subventionné par l'Office fédéral de la culture, par la télévision, par tout un tas de fonds, par la loterie romande, le Fonds Régio, etc., etc. Ce qui nous laisse une grande liberté quand même de création. Là, je pense à mes amis italiens. J'ai fait mon école de cinéma en Italie où il y a style zéro subvention. Ça veut dire qu'ils doivent aller chercher des fonds privés. Et là, c'est vrai que c'est dur et que la moindre crise, les moindres incertitudes sur les marchés financiers, alors bouleverse complètement le marché de la production immédiatement. Donc là, mes amis italiens ne sont pas en train de tourner, c'est très clair. Oui. Surtout qu'au gré des changements de gouvernement, comme il y en a eu à peu près 45 en 50 ans en Italie, les politiques culturelles changent. Oui, en plus, sans parler, mais on ne donne plus. Non, ça devient très compliqué pour eux, effectivement. C'est vraiment dur. Et dans ce sens-là, je trouve qu'en Suisse, on est très privilégiés. Maintenant, alors, la mauvaise nouvelle. Mais tout le monde sait ça, c'est que l'argent accordé à la culture est vraiment insuffisant. D'autant plus qu'on est dans un pays où le documentaire cartonne. On est reconnus quand même comme de bons documentaristes. Je pense à Jacqueline Veuve, à Richard Dindo, à Peter Antel, enfin tout un tas de gens comme ça qui travaillent dans ce pays depuis longtemps et qui travaillent bien. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas une manne plus importante en tout cas, pour produire des documentaires. Et je dirais pour les faire voir mieux et plus à l'étranger aussi. Donc le cheval de bataille, il est plutôt là, quoi. C'est de dire, attendez, le documentaire par rapport à la fiction mérite peut-être un peu plus de subventions. Et voilà, sans forcément générer plus d'argent, mais disons, dans la répartition actuelle, privilégions ce coin de paradis où on est bon, quoi. Vous avez une explication pour cette floraison incroyable de documentaristes de qualité en Suisse ? Peut-être une conscience politique présente. Peut-être que dans ce pays, quand on choisit ce métier, on n'est pas seulement artiste, mais on est aussi citoyen engagé. Mais c'est pas le cas des documentaristes ailleurs Mais je sais pas. Moi, j'ai fait une école qui était très internationale et c'était intéressant parce que c'est vrai que par exemple... Donc c'est une école en Italie, je précise, à Florence. À Florence, en Italie, qui s'appelait l'Institut de sciences cinématographiques.
j'ai fait en 85, 86, et qui générait des rencontres de réalisateurs futurs, enfin potentiels, venant du monde entier. Puis en fait, j'ai été frappée par nos différences de motivation. Je dirais les gens du Nord, dont les Suisses, étaient plutôt motivés par un contenu. On avait envie de dire des choses. Puis après, on allait chercher le moyen de le dire. Puis le moyen, c'était le cinéma. Et puis les gens, les Italiens par exemple, étaient plutôt des amoureux de la forme. Ils voulaient sculpter la lumière, ils voulaient faire du Botticelli, c'était à Florence en plus. Oui. Donc, voilà. Comment Donc, y échapper partait de la forme et du plaisir, comme ça, de sculpter le cinéma, enfin, de la musique, et d'allier tous les arts ensemble, parce que le cinéma c'est ça aussi, c'est de permettre à tous les arts de se rencontrer. Donc voilà, peut-être c'est un début de réponse que je peux vous faire. Je pense qu'en Suisse il y a un engagement comme ça, une conscience citoyenne d'abord, qui va avec le choix du cinéma, je crois. Mais est-ce que le propre du documentaire, c'est pas justement d'être engagé finalement ? Ben, pas toujours, malheureusement. J'aimerais bien, moi, qu'ils le soient tous, mais non, pas toujours. Bon, cela dit, il y a aussi un plaisir fou à voir des documentaires comme Microcosmos, ce documentaire sur les insectes, qui n'était pas du tout un documentaire engagé, mais qui nous si on faisait est une découvrir... fourmi, à mon avis, Bon, peut-être. on peut le voir comme une forme d'engagement. Ouais. Mais qui nous font basculer dans un univers comme ça, et c'est très intéressant aussi. Parce que j'avais l'impression que le documentaire était le réceptacle des sujets dont ne voulait pas le cinéma parce qu'ils étaient trop politisés, par exemple. Vous voyez, c'était un petit peu, moi, fut un temps, mon opinion, mais peut-être que je me trompe. Mais je crois pas, en tout cas en ce qui concerne la prison, beaucoup de films, des films fantastiques de fiction sont faits. Alors pas en Suisse parce qu'il n'y a pas les moyens de faire des fictions. Quoique, il y a un Suisse-allemand qui vient de sortir, comment ça s'appelle ? Mexican Mexican, je ne sais plus, mais enfin un film où il a tourné dans l'ancien pénitencier de Bâle, film de fiction. Donc oui, non, moi je crois qu'on dit bien avec la fiction tout un tas de réalités sociales aussi. Mais bon, c'est presque un autre métier que la réalisation de fiction et la réalisation de documentaire. Est-ce que vous êtes tenté de retravailler peut-être, ou cette fois-ci réellement de travailler par exemple au Mexique, où vous avez vécu 2 ans dans votre prime jeunesse ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait envie de retourner là-bas, de voir comment ça se passe à nouveau dans ces prisons ? Oui, alors ça, c'est un vieux rêve. Oui. Ouais. J'ai envie de tourner au Mexique, j'ai envie de vivre au Mexique. Oui, j'y retournerai un jour, sans aucun doute. Pas forcément en prison, ça, non, je sais pas. Mais oui, j'aimerais beaucoup filmer ce pays. J'ai jamais eu l'occasion de le filmer, en fait. J'ai quitté le Mexique pour faire mon école de cinéma. Et ensuite, j'y suis retournée en voyage pour le plaisir. Mais j'ai jamais filmé ce pays. Et je pense qu'il y a vraiment des films merveilleux à faire là-bas. Ouais. Lorsque vous êtes même en vacances, vous avez l'œil aux aguets sur un sujet potentiel, Denise Gillian, en permanence, ou est-ce que vous arrivez à déconnecter complètement ? Non, moi je déconnecte jamais, c'est d'ailleurs un problème. Mais je dirais pas que j'ai l'œil aux aguets, ça se passe pas comme ça. C'est plutôt, je suis plutôt attentive aux rencontres. Je crois que c'est les rencontres qui font mes sujets. Voilà, donc je prends grand soin à chaque rencontre que je fais. Enfin, là, peut-être, je me pose la question d'un sujet potentiel ou d'un avenir potentiel, d'une évolution potentielle commune, liée à cette rencontre-là. C'est plutôt ça. Denis Gillian, alors je rappelle que votre documentaire s'intitule Article 43, que normalement il reste des places pour Orbe, Yverdon et Genève, donc les 31 octobre, 1er novembre et 2 novembre, au 021 318 68 76, si vous voulez aller voir ce documentaire. Les films réalisés par des détenus sont projetés également, on précise. Oui, alors ils sont projetés dans chaque ville le soir où nous sommes présents dans les soirées débat, donc ce soir au City Puy. C'est les dates que j'ai données, les dates par exemple. Que vous avez données. Puis ensuite on lâche Article 43 accompagné d'un court-métrage, Gros Cauchemar de Pedro Toledo, où ils seront dès demain en fait, seuls en salle. Pour conclure, est-ce que vous avez été surpris ou déçu parfois par la qualité du travail produit par les détenus ? Alors déçu, jamais. Jamais. Étonné, quasiment en permanence. J'ai surtout été surprise par leur obstination. À partir du moment où ils ont eu une idée, ils l'ont tenue de bout en bout. Donc on a pu les accompagner d'un point de vue technique et dans l'écriture, mais à aucun moment on a pu les influencer. Et ça m'a fasciné. Vous avez leur idée, ils étaient mordicus. Ouais. Donc je trouve que leurs films leur ressemblent vraiment, Tous les 5 ont un caractère différent, même si l'image est normée, c'était la même caméra. Enfin voilà, il y a quand même un formatage. On voit que ça sort du même endroit. Par contre, du point de vue du contenu, c'est vraiment le reflet de leur personnalité. Je suis très, très contente de ça. Je trouve que c'est vraiment intéressant.
Voilà, article 43, film de Denis Gillian, accompagné pour les dates que je vous ai données tout à l'heure par les documentaires réalisés par les détenus. Merci d'être passé nous voir, Denis Gillian. Merci de l'invitation. Et ce film sort donc demain, c'est bien ça? C'est ça. Voilà, merci. Tonight, I wanna give it all to you. In the darkness, there's so much I wanna do. And tonight, I wanna lay at your feet. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? La da da. Tonight, I wanna see it in your eyes and feel the magic. There's something that drives me wild. And tonight, we're gonna make it all come true. 'Cause boy, I was made for you. And boy, you were made for me. I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? I was made for loving you, baby. You were made for loving me. And I can't get enough of you, baby. Can you get enough of me? La, la, la. Vous aurez bien sûr reconnu cette reprise. On se donne rendez-vous demain avec Jérôme Maison. Il était l'un des caméramans qui suivait... comment dire? J'ai un trou, c'est pas grave. Voilà, Jérôme Maison pour Des manchots et des hommes. En plus, j'ai plus le temps de le dire. De toute façon, voilà, il est 14h, c'est la première. À demain.